Hello tout le monde, Bonjour. bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, on accueille Aki, que je laisserai le soin de se présenter. Aki est un ancien de chez Blend, un ancien étudiant. Bonjour Safa, bonjour Léo, bonjour Julien, bonjour tout le monde. Donc Bonjour à tous. on accueille Aki pour discuter de data science et de finance de marché et plus particulièrement de trading. Donc là, je suis très heureux d'accueillir Aki. Aki, c'est le deuxième alumni Blend qu'on accueille. Le premier, c'était pas vraiment un alumni, c'était plus un bêta-testeur, parce qu'il avait déjà pas mal d'expérience dans data. C'était Samy, manager, avec qui on a parlé les besoins dans les grands groupes, et particulièrement tout ce qui est MLOps. Euh, et là, aujourd'hui, on accueille Aki, qui du coup est aujourd'hui donc data scientist trader. Euh, et l'objectif vraiment, c'est de vous montrer quel pourrait être le quotidien d'un data scientist en finance, et aussi d'avoir l'opportunité d'échanger avec une personne qui n'était pas vraiment data scientist, qui s'est orientée vers ça, et surtout voir un peu ce qui fait tous ces skills métiers et data. Donc, Aki, je te laisse te présenter. Ouais, carrément. Ma présentation, je pense qu'elle va être plus simple avec ma présentation du topic en règle générale. Alors attends, pardon. Du coup, je ne sais pas si vous voyez tous mon écran. C'est bon? Moi, je le vois. C'est bon? Ok. Ok, parfait. Donc, euh, très rapidement, et je me représenterai un peu plus tard en détail. Donc, du coup, comme disait Tayeb, j'ai travaillé en tant que trader pendant 7 8 ans, donc du coup en finance de marché. Pour des raisons que donc du coup je parlerai un peu plus tard, je me suis rendu compte que maintenant avoir en fait un skill en data était absolument nécessaire, et d'ailleurs c'est une tendance qui se voit de plus en plus d'ailleurs au front et en banque, où beaucoup de traders et de quants en fait essayent d'acquérir justement ces skills data pour pouvoir faire évoluer justement le business pour le next step. Et donc, dans cette optique, je me suis inscrit à une session, donc du coup, coaching, teaching de Blend, qui a été vraiment génial parce que ça m'a permis justement d'avoir vraiment les bases du machine learning et du deep learning aussi, que j'ai tout de suite ensuite appliqué à d'autres projets. Et ça m'a permis donc du coup d'être data scientist et analyste quantitatif dans la startup dans laquelle je travaille aujourd'hui. Le topic aujourd'hui, ça va être de parler justement de la data dans la finance de marché, et notamment comment en fait la finance est en train de devenir data driven, et que de mon point de vue en tout cas, qui est souvent partagé par pas mal d'analystes, mais comment en fait c'est en train de révolutionner en fait la finance de marché en règle générale. Donc, je vais structurer le plan aujourd'hui, bon, déjà par commencer en m'introduisant de manière un peu plus détaillée. Je vais vous expliquer quelques use cases que j'ai pu observer de mon expérience en tant que trader, et aussi en tant que data scientist, un petit peu ce qui se fait en banque. Et ensuite, je vous parlerai donc du coup de mon quotidien dans la boîte dans laquelle je travaille aujourd'hui. Je vous donnerai quelques exemples du coup de chacune des applications et comment je structure en fait toute comment dirais-je, toute la stratégie data, on va dire, afin justement de pouvoir avoir une application la plus optimale par rapport à notre problématique, qui est tout simplement en fait de booster le profit. Juste quelques disclaimers avant. Je ne sais pas jusqu'où les gens sont techniques ici en finance, en maths ou en data. Donc, du coup, je vais rester quand même très, très global. Maintenant, si vous avez des questions un peu plus spécifiques, un peu plus techniques,
que ce soit en finance de marché, le pricing, l'ingénierie financière ou même en règle générale, comment ça marche la banque, quelles sont les opportunités aujourd'hui, comment l'environnement, comment c'est en train d'évoluer, ou encore des questions beaucoup plus spécifiques à la data science ou à la data engineering. Je répondrai tout ça à vos questions. Donc, du coup, je pense que je vais essayer de faire ça en 40 minutes et essayer donc, du coup, d'allouer un maximum de temps pour pouvoir répondre, d'avoir une bonne session questions-réponses. Voilà. Donc, Juste rapidement, du coup, les questions dans l'onglet questions, comme d'habitude. ok. Donc, du coup, me concernant, alors d'abord, moi, j'ai commencé en tant que agent back-office quand j'étais au Japon chez Mizuho Bank, où j'ai travaillé 1 an. Ensuite, pendant 6 mois, je suis allé au middle office, où j'ai fait du reporting de PNL et du risque. Donc tout ça, c'était sur les dérivés. Toujours rates en fixed income. Et ensuite, je suis passé au front office pendant 1 an et demi, où là, j'ai fait du prop trading, de taux d'intérêt, enfin de produits sur taux d'intérêt sur Japanese yen et sur credit default swaps. Donc je sais que ce mot peut donner la nausée à certaines personnes après la crise de 2007. Ça se traite encore, de moins en moins, mais ça se traite. Où j'ai donc du coup acquis vraiment mes premières expériences en tant que trader. Ensuite, j'ai rejoint Morgan Stanley en tant qu'ex-VA trader. Donc, ex-VA, c'est un produit dérivé qui est lui-même dérivé d'un produit dérivé. Donc, c'est les produits les plus exotiques aujourd'hui. Enfin, peut-être pas les plus exotiques parce qu'il y a pas mal de produits. Il y a d'autres produits exos comme des CMS accrual, etc. Mais c'est un peu, enfin, c'est out of the topic pour le moment. Mais c'est assez, voilà, c'est assez exotique, c'est-à-dire assez complexe, qui nécessite quand même une compréhension de l'ingénierie financière assez poussée. Puis ensuite, j'ai fait donc du coup de l'optimisation de collatéral. Donc du coup, c'était de la modélisation financière des coûts, que ce soit régulatory ou de capital ou financier ou de liquidité des collatéraux qu'on recevait et donc du coup établir en fait un algorithme, enfin développer un algorithme d'optimisation pour toujours avoir une stratégie donc du coup de collateral posting la plus optimale possible. Ensuite, c'est là où donc du coup j'ai quitté Morgan Stanley pour aller un petit peu pour suivre des cours avec Blent, qui m'a permis donc du coup pendant 6 mois peut-être, ouais c'est ça, 6 mois, donc du coup d'acquérir des compétences et une compréhension en ce qui concerne donc du coup tout ce qui est data science, surtout les modèles de machine learning, deep learning et des use cases donc du coup appliqués vraiment à des problèmes réels. Ce qui a été extrêmement bon parce que ça m'a permis tout de suite d'appliquer cette connaissance dans une autre startup que j'ai rejoint juste après, qui s'appelle Fred Bay, où j'ai été donc du coup data scientist. Et là, du coup, c'était de la prédiction de prix. En fait, Fred Bay, c'est une plateforme où ils mettent en connexion donc du coup des déménageurs et des gens qui veulent déménager, donc des déménageurs privés. Et mon job, c'était donc du coup d'essayer de prévoir quel était le prix qui va être fixé pour un déménagement X ou Y en fonction de certains critères. Et ça permettait en fait une négociation qui était beaucoup plus rapide entre l'offre et la demande. Donc du coup, ça a été vraiment on va dire, un des piliers des premières expériences qui m'a permis du coup de devenir data scientist pour Suteki aujourd'hui. Là où, ouais. là où ça c'est vraiment quelque chose que nous on a beaucoup apprécié, et que la communauté Blend, moi je la trouve vraiment très belle, là,
c'est que du coup, le CTO de FredBase, c'était aussi un autre participant à nos formations. Du coup, il a vu Aki, il a vu son potentiel, il a vu son talent, et puis directement, ils ont commencé à travailler ensemble là-dessus. Donc ça, c'était vraiment un bon move, un bon move. Et puis, ouais, bah, du coup, c'est Ousmane. Et, ouais. Et bah, d'ailleurs, je vous remercierai toujours pas assez par rapport à de m'avoir donné cette opportunité. Ensuite, aujourd'hui, chez Suiteki, bah, je suis data scientist et analyste quantitatif. Donc, Suiteki, c'est une boîte d'arbitrage. Donc, l'arbitrage, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, de manière très très simple, en gros, c'est comme si vous aviez une pomme que vous pouvez acheter à Paris et à Bordeaux, par exemple. Il y a un marché à Paris et un marché à Bordeaux, sauf que les prix d'achat et de vente sont différents. Et donc, en fait, alors que c'est le même produit, les prix sont différents. Et donc, du coup, vous pouvez jouer sur justement ces inefficiences de marché pour acheter d'un côté et revendre de l'autre, donc du coup, plus cher. Dans la crypto-monnaie. Et donc, du coup, mon boulot, donc, du coup, ça a été d'abord d'établir de nouvelles stratégies, donc, du coup, d'étendre des stratégies d'arbitrage, non seulement sur la crypto-monnaie, mais aussi sur les produits dérivés de la crypto-monnaie, à savoir, donc, du coup, les futurs et puis les options. Et à travers toutes les opportunités qu'on a, ensuite, c'est de savoir où allouer nos fonds pour savoir en fait quelle sera la stratégie qui va nous rapporter le plus au moment X. Et ça, du coup, on pouvait le faire de manière analytique avec des méthodes de calcul stochastiques, etc., ou avec du machine learning. Et donc, du coup, mon but aujourd'hui, ça va être de vous parler en troisième partie toute la structure que j'ai établie afin de pouvoir arriver à une conclusion où allouer nos fonds le mieux possible pour pouvoir augmenter notre rentabilité. Il y a un point très important, je pense que tu reviendras dessus. C'est en gros, on va essayer de mettre, de nos échanges, on va essayer de mettre en avant un peu on va dire l'approche conventionnelle en finance de marché, donc de modélisation, on va dire plutôt plus traditionnelle, avec une approche machine learning et le gain qu'on peut avoir là-dessus. Ça, c'est vraiment un des points importants que je t'avais demandé et sur lesquels on a pas mal échangé. Et je trouve que c'est un point fondamental parce que ça crée vraiment cette rupture entre les méthodes traditionnelles qu'on peut avoir que ce soit en finance, en actuariat, peu importe le sujet, et l'approche vraiment plus data science, machine learning, où on a un gain d'efficacité en temps qui est énorme. Ouais, donc j'en parlerai en effet pratiquement tout à la fin. En attendant, donc du coup, juste pour vous montrer quelques use cases, bon, pour revenir à la data, d'accord? Pour vous donner quelques use cases en finance de marché qu'on a observé. En finance, on a de plus en plus il y a de plus en plus comme disait en fait un peu Tayeb, les modèles d'ingénierie financière sont relativement complexes et ils deviennent de plus en plus complexes plus on utilise en fait des produits exotiques. Et donc du coup, mesurer les risques, connaître en fait la qualité des calculs qu'on a effectués. Est-ce qu'ils sont vraiment cohérents? Est-ce que ça s'applique vraiment dans tel ou tel cas? Ou tout simplement, est-ce qu'on ne peut pas prédire les tendances de marché pour pouvoir avoir des modèles tout simplement de trading qui sont, j'imagine, les use cases les plus intuitifs, on va dire, dans la finance de marché. Ce sont vraiment juste une toute petite partie de ce qu'on peut faire et ce qui est aujourd'hui en vogue, on va dire, parce que vraiment la manière dont aujourd'hui la finance est, on va dire, organisée, c'est vraiment, on a des gros quants qui, donc, du coup, modélisent avec des équations, avec l'ingénierie financière, les dynamiques de marché, avec des modèles de probabilité, quelles sont les relations entre telle ou telle variable. Et on sait très bien que ça, c'est pas toujours vrai. Et on se rend compte de plus en plus que appliquer en fait des modèles
de machine learning, surtout à des problèmes quand c'est plus linéaire du tout. Quand certaines dynamiques de prix de certains produits très complexes ne suivent plus du tout des lois de statistiques usuelles. En réalité, on se rend compte que finalement, l'ingénierie financière, elle a des limites. Après, vous pouvez recruter tous les meilleurs physiciens du monde pour pouvoir faire les modèles, c'est aussi faisable. Sauf qu'aujourd'hui, on se rend compte de plus en plus que si on utilisait tout simplement toute la donnée qui est disponible sur Bloomberg, par exemple, et qu'on fait des méthodes de régression, etc., sans passer par des méthodes de développement de Taylor sur des équations qui sont ultra balèzes, ou des repricing. Donc, je ne sais pas si vous connaissez les méthodes de Monte Carlo, par exemple, qui sont en fait tout simplement des méthodes de diffusion. Bon, c'est un peu compliqué, mais pour faire très rapidement, du coup, ce sont des méthodes de diffusion statistique qui diffusent certains paramètres de marché en fonction de certaines lois qui sont donc du coup supposées. Et on calcule en fonction de chaque output et on fait la moyenne du prix pour obtenir le prix final. Donc, ces méthodes de Monte Carlo peuvent être extrêmement coûteuses en termes de temps parce que ça demande des diffusions d'énormément de variables et parfois il faut prendre en compte les corrélations entre variables, etc. Comme je vous ai dit, donc du coup, les développements de Taylor, c'est extrêmement complexe, surtout quand on commence à avoir des produits, des portefeuilles qui incluent des produits très exotiques. Donc, de manière beaucoup plus simple, on prend le prix, on prend la dynamique des variables et puis on fait des régressions dessus avec des modèles de machine learning. Et on s'en est rendu compte qu'en réalité, ça donne de plus en plus des résultats très accurate. Et donc, du coup, il y a aujourd'hui, donc du coup, quand je dis aujourd'hui, c'était l'année dernière quand j'étais chez Morgan Stanley, je voyais très très bien que donc du coup l'allocation des ressources humaines, c'était de moins en moins pour les traders et de plus en plus pour les quants, notamment quants de data, justement pour pouvoir appliquer ça de plus en plus à des modèles de risque, donc du coup des stress tests, etc. Mais aussi donc du coup à la qualité de la data. Donc comme je vous ai dit, les calculs parfois peuvent être extrêmement compliqués, prennent énormément de temps, et puis si en plus de ça, le résultat n'est pas fiable, c'est quelque peu problématique. Et donc, du coup, avoir des modèles de certification pour dire, OK, en fait, ces modèles, ils sont valables, ils sont logiques, c'est pas un outlier. Donc, du coup, on va commencer à appliquer des modèles. Je ne sais pas si vous êtes extrêmement. Si les gens ici sont très familiers avec les différents modèles de machine learning, mais on applique des modèles non supervisés. Par exemple, isolation forest, etc., pour pouvoir détecter justement les outliers. Est-ce que par rapport à tout ce qu'on a calculé jusqu'à présent, ce résultat est cohérent ou pas? Si oui, eh bien, on peut l'utiliser dans nos modèles de calibration de modèles, par exemple, etc. Et bien entendu, donc du coup, l'application beaucoup plus basique, mais pas pour autant plus facile, celle tout simplement de la prédiction des mouvements de marché pour la spéculation. Donc, j'ai vu pas mal de gens qui utilisaient du RNN pour faire du market forecast. Personnellement, moi, j'y crois pas trop. J'y crois pas trop parce que si franchement le machine learning te permettait te permettait d'être millionnaire, te permettait de prédire le marché, aujourd'hui tout le monde serait millionnaire. Ceci dit, j'ai remarqué aussi qu'il y a de plus en plus de fonds d'investissement qui utilisent en fait des machines, de l'IA, donc du coup des modèles d'optimisation pour calibrer en fait leur modèle, pour essayer de voir ce que avant ils faisaient statistiquement, c'est-à-dire essayer de voir la relative value, donc du coup est-ce que par exemple un produit est plus ou moins survalorisé par rapport à une autre? Et si oui, on va vendre ce produit par rapport à un autre, donc du coup des modèles de spread trading donc du coup des modèles donc du coup d'optimisation, de ranking, beaucoup inspirés par les modèles de ranking des classements des jeux vidéo online, comme StarCraft 2, etc., ou le modèle Elo des échecs. Donc du coup appliqué donc du coup
à des stratégies, donc du coup de ce qu'on appelle en finance du long and short. Donc ça, c'est tous les use cases qu'on peut voir en finance de marché. Bon, je suis désolé, hein, encore une fois, ça reste quand même relativement technique et donc je suis vraiment désolé pour ceux qui ont eu un peu de mal avec tous les mots un peu techniques que j'ai pu utiliser. Malheureusement, il est vrai que faire de la data en finance de marché, ça nécessite quand même de comprendre certaines notions fondamentales en finance. Notamment qu'est-ce qu'une option, qu'est-ce qu'un futur, qu'est-ce que les Grecs, les sensibilités, etc. Ça nécessite aussi de comprendre un petit peu les dynamiques de marché. Donc il y a quand même un minimum à comprendre pour faire data scientist, en tout cas appliqué à la finance de marché. Mais ceci dit, avoir un background donc du coup purement data scientist, je pense, permet quand même je vais peut-être pas dire un easy access, mais relativement easy, puisque comme je vous ai dit, aujourd'hui, la plupart des banques sont à la recherche de plus en plus de data engineering, on parlera un peu de data engineer après, mais donc du coup de personnes qui comprennent déjà les structures de la data, mais aussi des personnes surtout en front office, des personnes qui sachent utiliser des modèles de machine learning parce que bon, des traders coûtent trop cher, parce que le business commence à coûter beaucoup trop cher. Et puis en réalité, on peut faire beaucoup plus de choses, beaucoup moins cher et beaucoup plus vite. Et malheureusement, tous les data scientists aujourd'hui vont chez Facebook ou chez Google. Donc honnêtement, je pense que les salaires des quants en data vont commencer à monter. Et donc, du coup, il va y avoir de plus en plus de demandes. Et à ce niveau-là, à partir du moment où vous avez une bonne expérience en data engineering, enfin dans la data en règle générale, et que vous complémentez ça avec une compréhension finance de marché, je pense que les accès devraient être relativement open dans les années à venir. Donc, ceci dit, je vais passer donc du coup sur des exemples de ce que je fais en règle générale. Bon, alors, chez Suiteki, donc, à savoir que je ne fais pas que de la data science, je fais aussi de la modélisation des stratégies. J'établis justement des stratégies de trading, et en l'occurrence d'arbitrage, donc c'est du market neutral pour ceux qui comprennent. J'établis entre autres le reporting client, donc c'est tout ce qui est le compte rendu mensuel des revenus, la distribution donc du coup des revenus par investisseur, et aussi donc du coup tout ce qui est document investisseur, comment dire de manière peu technique, tout simplement en fait le compte rendu en fait de tout ce que la boîte a fait jusqu'à présent, quelle a été la performance de la boîte par rapport au marché, etc., etc. Bien entendu, pour pouvoir montrer tout ça, il faut une énorme structure data. Et donc du coup, ça passe forcément par une réflexion de data engineering qui est fondamentale, qui permet en fait de faire l'analyse, puis ensuite la data science. Donc, de manière beaucoup plus concrète en termes de data chez Suiteki, la problématique, comme je vous ai dit, moi je pense que de toute façon, tout data scientist commence, avant de commencer un modèle de machine learning ou de deep learning, il faut qu'il établisse une problématique. Je pense que c'est la priorité absolue. C'est en fait faire un modèle. Je vais un peu casser les mythes, mais pour moi, l'intelligence artificielle, je déteste ce mot parce que c'est faux. Les modèles de machine learning et de deep learning, c'est ni plus ni moins que des modèles avancés statistiques qui permettent de faire des choses
qu'on ne pouvait pas faire avant parce qu'il y avait beaucoup trop de données ou parce que tout simplement il fallait faire à tâtons, machin, etc. Et en fait, ces modèles-là sont du coup optimisés pour pouvoir faire de la prédiction ou de la classification. En aucun cas raisonner à votre place. Et donc, du coup, tout le raisonnement doit se faire en amont par le data scientist ou l'analyse. Et donc, du coup, en ce qui concerne Sweetiki, comme je vous ai dit, on a plein de stratégies, mais les fonds sont limités. Et donc, du coup, c'est de savoir quelle est la meilleure allocation possible par stratégie. Est-ce qu'il faut mettre 50% de Bitcoin sur stratégie A, 40% en euros, stratégie B, 30% je sais pas, en ETH sur stratégie C? Ou si oui, dans quel contexte? Pourquoi? Essayez de comprendre en fait toute cette dynamique. Pour ça, il faut d'abord récolter les données. Donc, du coup, avoir un algorithme de trading qui, une fois qu'il détecte un arbitrage, la stocke quelque part. Si on la stocke, il faut que ça soit optimisé de telle manière à ce qu'on puisse déjà la stocker massivement, parce que des opportunités, il y en a des milliers par jour. Et donc, du coup, en un an, bah, ça fait énorme. Vous allez vite dépasser le milliard. Et honnêtement, moi, du coup, je travaille sur 1 milliard de données. Donc, il faut pouvoir la stocker de manière peu coûteuse. Et ensuite, forcément, si jamais vous voulez faire quoi que ce soit dessus, il faut que vous puissiez l'extraire de manière rapide, structurée, pour on le processe et qu'on puisse donc du coup faire de l'analyse, de la data visualisation et appliquer des modèles de data science par-dessus le tout. Donc, il y a cette question, cette problématique qui se pose en premier, l'optimisation de l'allocation des ressources. Où est-ce qu'il faut mettre le plus d'argent? La deuxième question qui va se poser, c'est OK, comment on va récupérer ces données? Et 3, ensuite, c'est comment on va les stocker et comment on va la gérer de manière la plus cohérente et la plus effective possible. En l'occurrence, moi, j'utilise, je vous montrerai quelques exemples. Bien entendu, malheureusement, pour des problèmes de confidentialité, je ne peux pas vous montrer énormément de ce que je fais, mais je vous montrerai quand même quelques exemples. En fait, je vais vous montrer tout de suite. Voilà. Donc, moi, j'utilise MongoDB, qui, je trouve, est extrêmement pratique parce qu'il permet. Donc, d'abord, à savoir qu'on a, un algorithme de trading qui est donc du coup automatique à haute fréquence. Donc, du coup, dès qu'il détecte en fait une opportunité d'arbitrage, il va l'exécuter tout seul. Et qui est codé en JavaScript. Et une fois que donc d'abord, il détecte une opportunité, cette opportunité va être stockée. Et ensuite, une fois qu'on réalise un arbitrage, cette réalisation va être aussi stockée dans notre base de données. On utilise donc du coup MongoDB parce qu'on trouve que c'est ce qu'il y a de plus optimal. En gros, ce qu'il fait, c'est que optimal, pourquoi? Parce qu'en plus de ça, il y a des interfaces avec et Python et avec JavaScript qui sont assez faciles, qui sont assez performantes et qui sont extrêmement rapides. Et donc, du coup, quand l'algorithme détecte très rapidement, à chaque seconde, chaque milliseconde, il détecte une opportunité, paf, il va aller l'inscrire dans le Mongo. Et étant donné qu'il stocke tout ça en format JSON, c'est assez optimisé parce que ça ne prend pas beaucoup de place. Donc, du coup, ça, c'est vraiment un exemple de la manière dont on a organisé la data. Je ne peux pas vous montrer toute la doc que j'ai fait pour stocker toute cette information. Donc là, vous avez un exemple en fait d'arbitrage qu'on a identifié. Donc sur Binance, en BTC USDT.
contre Kraken, où on achète sur Binance et on vend sur Kraken. Et le bot va donc du coup l'exécuter automatiquement. Toutes ces données-là donc du coup sont stockées directement sur Mongo depuis JavaScript. Ensuite, ce qui va se passer, c'est que toute cette information qu'on a, on va en avoir par jour, des centaines, des milliers. Et ensuite, il faut les extraire pour pouvoir faire des analyses dessus. Donc, l'extraction, j'ai tout un algorithme qui, à partir de Python, qui récolte donc du coup les données à partir de Mongo. Donc ça, c'est extrêmement… encore une fois, c'est la raison pour laquelle j'aime beaucoup Mongo, c'est parce que donc du coup l'interface, il y a un module qui s'appelle PyMongo sur Python qui permet donc du coup une extraction extrêmement une interface qui est extrêmement optimisée et assez intuitive, je trouve, à partir du moment où vous savez un petit peu rechercher dans MongoDB les informations. Donc du coup, vous pouvez, j'ai codé donc du coup tout un algorithme d'extraction sur Python qui permet de stocker toute la donnée dans un format qu'on appelle H5. Alors ça, ce format de stockage ensuite, je les stocke directement en data frame. H5, donc du coup le format H5 te permet vraiment des stockages de données directement sur le directory sur tout type de format et c'est souvent utilisé dans tout ce qui est stockage de données scientifiques. Et donc du coup je trouve ça extrêmement pratique parce que donc du coup pour chacune des plateformes et pour chacune des crypto paires, on a donc du coup un data frame par jour qu'on peut stocker par clé, comme vous pouvez voir. Et il suffit juste en fait d'appeler le pass donc du coup de là où vous avez stocké votre fichier H5 pour le lire de manière pratiquement instantanée. Donc l'extraction va prendre, on va dire à peu près 1 heure, voire 3 heures en fonction de la quantité d'arbitrage qu'on a trouvé dans la journée. Bien entendu, il faut aussi optimiser le code de recherche sur Mongo, tout comme avec des agrégations, etc. Et une fois donc du coup que vous avez tout ça, vous le stockez directement donc du coup sur votre fichier H5 que vous pouvez lire donc pratiquement instantanément et qui est directement en format process applicable pour tout type d'analyse déjà en data frame. Donc du coup, une fois que l'extraction est finie, l'analyse va extrêmement rapidement. Et je vous donne donc du coup un exemple. Ça nous permet donc du coup de faire une analyse sur toute la donnée qu'on a. Donc pour en revenir un petit peu à ce que je disais tout à l'heure, en 1, j'avais dit qu'il y avait la problématique. En 2, il y avait toute la réflexion sur la structure data à faire. En 3, il y a toute la je dirais la partie intuitive où il faut d'abord comprendre dans quel sens, où est-ce qu'on va, quelles sont les relations entre les variables, quelles sont les distributions par exemple de la donnée, etc. avant de pouvoir savoir quel type de modèle vous allez appliquer. Donc une fois que tout ce stockage et cette extraction et ce processing est fini, on passe à l'étape suivante qui est la data vise. Et qui permet donc du coup d'avoir une intuition sur qu'est-ce qui se passe sur le marché, quelles sont les relations entre les variables, etc. Bon, forcément, là, c'est un peu confidentiel et donc du coup, je ne peux pas rentrer dans beaucoup de détails. Je vous conseille donc du coup de regarder l'analyse que mon collègue a fait sur Medium, qui a été publiée. Donc du coup, j'ai fait toute une analyse sur Python avec lequel j'ai partagé avec lui, et on a établi donc du coup un article sur Medium qui permet donc du coup de se rendre compte de quelles sont les opportunités sur le marché des cryptos, qu'est-ce qu'on voit, etc. Donc par exemple, le graphe à gauche, avec la data, on peut voir par exemple que
que ça, donc du coup, ce sont les opportunités. Donc le profit en ordonnée et le temps en abscisse. Je ne sais pas si on voit très très bien. C'est peut-être un peu petit. C'était en plein Covid. Juste pour votre information, le marché a bougé énormément. Et en réalité, sur le marché de l'arbitrage et surtout de la crypto, il y a eu énormément d'argent à se faire. Et comme vous pouvez le voir là, je crois que l'opportunité elle est à peu près à 4 000 euros, si jamais vous la prenez. Et donc, du coup, le fait de pouvoir extraire l'information de manière, comment dirais-je, d'ores et déjà processed, ça nous permet d'avoir justement des graphiques comme ça où on peut voir directement, OK, par rapport au temps, comment c'est passé, quelles étaient les opportunités. Et là, on peut voir donc du coup qu'il y a eu un pic en fin de journée. Et donc du coup, si jamais on fait ça pour plusieurs plateformes et pour plusieurs cryptos, on peut déjà se rendre compte, OK, bah, par exemple, en réalité, les cryptos où il y a le plus d'opportunités, c'est par exemple le Bitcoin contre l'euro. Et c'est là où, donc, du coup, il va falloir investir le plus de nos ressources. Mais à quelle heure et pourquoi? Et donc, du coup, on peut voir, par exemple, que là, c'est les heures américaines. On se rend compte que finalement, en fait, ça bouge beaucoup à travers les Américains. Et donc, du coup, si jamais on doit investir énormément de nos ressources, on va forcément le focus un peu plus sur les horaires américaines, sur par exemple le Bitcoin contre l'euro et sur plateforme XY. On peut voir aussi, donc du coup, avec ce genre d'analyse, les fréquences d'arbitrage des opportunités. Donc, comme vous pouvez le voir, je ne sais pas si on voit vraiment bien, mais il y a. Ah bah non, Je sais pas si tu peux zoomer. Ouais. Alors, donc, du coup, c'est par jour. Bon, forcément, je ne sais pas ce qui m'a pris, mais je n'ai pas pris en compte février-mars, là où justement, vous pouvez vous en douter, le Covid a fait bouger beaucoup, beaucoup de choses sur le marché et du coup, on peut s'attendre en fait à un énorme pic en dehors du graphe. Ça permet aussi de voir éventuellement, par exemple, tout ce qui est saisonnalité. Donc, OK, est-ce que dans mon modèle, il va falloir que j'intègre une saisonnalité ou pas? Et ensuite, on peut voir donc ça, c'est quelque chose que j'aime bien, c'est des distributions par rapport au temps d'opportunité d'arbitrage. Donc, OK, par rapport à telle ou telle plateforme et par rapport à telle ou telle paire de crypto, quelle est la distribution de la durée d'arbitrage? Est-ce que l'arbitrage a duré 5 secondes? Est-ce qu'elle a duré 0,5 secondes? En fonction du résultat, forcément, si jamais votre algo il met une seconde sur une plateforme X ou Y parce qu'il est trop lent ou parce que tout simplement le temps de réaction. Parce que je ne sais pas si vous savez, mais les plateformes en fait sur crypto, elles ne sont volontairement pas optimisées, centralisées à certains endroits. Par exemple, il y en a une à Paris pour la bourse de Paris, il y en a une à New York, à Wall Street, donc du coup pour New York Stock Exchange, qui donc du coup tout le monde va à cet endroit-là pour pouvoir optimiser son temps de fréquence, son temps de réaction pour pouvoir avoir l'exécution la plus rapide. La crypto n'est pas vraiment comme ça, exprès pour pouvoir laisser en fait, pour démocratiser un peu plus la finance, pour que n'importe qui puisse avoir les mêmes chances. Et donc du coup, forcément, le temps d'exécution va différer par une plateforme par rapport à une autre. Et avec ce genre de graphe, on peut voir la distribution, quelles sont les paires qui mettent le plus de temps et dans quelle distribution. Donc en fait, c'est un peu difficile à lire, mais ce sont ces courbes, quand on les compare entre elles, on voit par exemple que la bleue, c'est celle qui, dans la plupart des cas, donc dans 60% des cas, est la plus flat et va mettre de 0 à 120 secondes. Donc l'arbitrage dure extrêmement longtemps. Donc on peut aussi savoir, par exemple, qu'il est très intéressant d'aller investir sur GitHub, donc c'est Ripple contre Kraken, sur le BTC et le dollar.
Donc voilà, ça c'est ce genre d'analyse qu'on peut faire à travers donc du coup une extraction et un modèle donc du coup de data engineering qui doit. Ça, il faut le faire tous les jours, peut-être pas tous les jours, mais une fois par mois, parce que le marché évolue. Et donc forcément, si jamais vous avez 1 milliard de données, pour pouvoir traiter toutes ces données-là et pour pouvoir sortir des graphes instantanément, pour vous dire ah bah tiens, j'aimerais bien regarder la distribution de tel ou tel truc, ah j'aimerais bien voir la latence. Est-ce qu'on exécute extrêmement vite par rapport à telle ou telle plateforme, etc. Pour pouvoir voir ça de manière instantanée, il faut qu'il y ait d'ores et déjà une structure qui a été faite. Et moi, je préconise donc du coup MongoDB. Enfin, pour en revenir au modèle, bon, alors là, pour le coup, c'est encore en plein développement, donc je ne vais pas rentrer dans énormément de détails. À partir du moment où il y a certains paramètres que vous savez qui sont importants, par exemple, là, on peut voir que la latence est importante. On peut voir euh, que la paire est importante. On peut voir que la plateforme est importante. On peut voir encore plein d'autres choses. Ce sont les variables que vous allez rentrer dans votre modèle de machine learning ou de deep learning. La première question qui m'a été posée, c'est est-ce que, en fait, tout simplement, je ne peux pas utiliser un modèle stochastique? Est-ce que, par exemple, je sais que en étudiant donc du coup la distribution de chacun des modèles, enfin chacun des paramètres, je me suis rendu compte et j'ai découvert que le return, donc du coup le rendement des arbitrages, suivait une loi de log normale. Une loi log normale. Donc je sais déjà qu'il y a dans ma variable aléatoire une notion de loi log normale. Ensuite, je me suis rendu compte de quoi? Que, bah ouais, mais d'abord, il faut qu'il y ait un arbitrage, une opportunité qui apparaisse ce jour-là, avant qu'on puisse parler d'un rendement. Donc, du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une loi de probabilité sur l'apparition de l'opportunité. Et une fois que l'opportunité est apparue, quels sont là je sais par exemple que le rendement ensuite va suivre une log normale. Donc je sais déjà que ça va être une variable aléatoire qui va avoir comme probabilité une probabilité jointe entre la probabilité d'apparition, donc du coup le rendement va être une loi log normale conditionnée par rapport à une loi d'apparition sur tel ou tel jour. Et ça, donc du coup, il y a déjà des quants qui sont vachement intéressés dessus. Par exemple, les modèles actuariels. Je vous ai donné un exemple que j'ai utilisé moi-même pour tout ce qui est insurance claims, donc tout ce qui est insurance. Tous les modèles d'assurance utilisent donc ce type de modèle en se basant sur donc du coup la probabilité d'apparition d'avoir un claim d'assurance, ça se base sur une loi de Poisson. Et ensuite, le claim va suivre une loi log normale. Donc, ils ont déjà fait toutes les modélisations. Juste pour vous donner une idée d'ordre de grandeur, ce truc-là, il était en réalité pas extrêmement adapté à la situation. Ça m'a pris beaucoup de temps de calcul. Parce qu'en réalité, il a fallu que j'adapte ce modèle à mon problème à moi. Il a fallu que beaucoup d'efforts de recherche et de développement et pour un résultat qui n'était pas extrêmement bon. Au contraire, le modèle que je suis en train de développer aujourd'hui de machine learning me permet d'avoir, donc ça c'est la distribution de mon accuracy de mon modèle, avoir une accuracy à 80%. Donc j'arrive déjà à peu près à arriver à 80% bon, en utilisant la donnée passée, bien entendu, d'un modèle qui permet de deviner, ok, il aurait fallu que si jamais j'avais investi tant d'argent sur telle plateforme, ça m'aurait donné tant de rendement. Et j'arrive à le prédire à 80% de temps.
Donc ça, c'est le dernier point donc, du coup, que je voulais vraiment parler avec Tayeb. C'était justement ce fait que, et ça, c'est, je trouve, très typique et très représentatif de la raison pour laquelle aujourd'hui, je pense que les opportunités en tant que data scientist sont de plus en plus grandes en finance de marché. C'est que justement, ces modèles-là sont moins précises que, que certains modèles de. Bon, après, ça dépend des. Je ne peux pas faire de généralité non plus. Hein, ça dépend des cas, ça dépend des produits, ça dépend de la qualité du modèle, ça dépend de plein de choses. Mais au lieu de dépenser énormément de temps de recherche sur un modèle assez complexe et assez bâtard d'une probabilité jointe qui en plus n'est pas forcément extrêmement précise, parfois la data science, de manière beaucoup plus simple, permet justement d'avoir des résultats qui sont similaires, voire meilleurs. Voilà, donc je pense que j'ai fait plus ou moins le tour de ma présentation aujourd'hui. J'ai abordé beaucoup de points techniques, je sais, je suis vraiment désolé, donc du coup, je pense que je vais essayer de profiter des. Moi, j'aimerais rapidement revenir un peu sur tout, tout ce que tu as dit depuis le début. Et ce qui est intéressant, c'est que nous, on a accueilli pas mal de personnes sur plein de secteurs, plein de sujets, etc. Et on se rend compte aujourd'hui que les problématiques sont toujours plus ou moins les mêmes. Leur application et leur développement est évidemment différent, mais c'est toujours quelque chose de manière synthétique très similaire. Problématique au début, vraiment de data engineering, dans le sens où on peut on peut se pencher pendant des années sur la modélisation, sur le machine learning, sur le deep learning, ce qu'on veut. Dans beaucoup de cas, on a souvent un premier problème de data engineering. Data engineering, c'est un gros mot qui veut dire beaucoup de choses, mais l'objectif final, c'est toujours d'extraire, stocker, utiliser la donnée. C'est vraiment ça. À travers des outils ou des technologies plus ou moins différentes, on peut faire ce qu'on appelle du big data, donc on va faire du Hadoop, Spark, on va vraiment faire du Kafka, Elasticsearch pour plein de sujets, faire l'automatisation, peu importe. Mais ça, on a toujours cette problématique-là. Ensuite, on a une problématique, avant même de penser à modélisation et machine learning, on a toujours une problématique aussi de compréhension de la data qu'on est en train d'exploiter. Dans le sens où, ça c'est ce qu'on dit souvent, que c'est la première erreur d'une personne qui travaille avec la data, c'est d'aller directement aller chercher du machine learning, les meilleurs modèles, il va faire un XGBoost ou peu importe, ou RNN pour ceux qui sur d'autres problématiques. Mais d'abord, vraiment rien ne peut remplacer comme cette analyse exploration de la donnée qui va permettre un peu de comprendre un peu de quoi on parle. Cette exploration, c'est toi par exemple, tu as parlé des paramètres, de latence, etc. En fonction des problématiques, on va avoir des sujets différents. Mais là, c'est vraiment déjà comprendre de quoi on parle. Et comprendre surtout, avoir une meilleure compréhension de la data que l'on est en train de manipuler. Et puis évidemment, le step d'après, c'est évidemment la modélisation. Et c'est là où on va, comme tu as dit, on va plus du coup, tester des modèles, explorer, avoir une première idée, réitérer là-dessus. Il y a évidemment, là, c'est quelque chose qu'on n'a pas évoqué là, mais les problématiques de déploiement, etc. Mais ça, c'est carrément un autre sujet. Mais ce que je voulais dire, c'est que moi, plus au fur et à mesure que déjà, nous, dans nos formations, ça, c'est toujours ce qu'on met en avant, c'est-à-dire d'abord la problématique, avant de se lancer problématique, data engineering, etc. Du coup, on se rend compte que quelle que soit la taille de l'entreprise, quel que soit le secteur, on retrouve tout le temps les mêmes problématiques. Résolues de manière plus ou moins différente, avec des moyens plus ou moins différents, mais c'est toujours les mêmes patterns qui se répètent. Et ça, c'est ça qu'il faut vraiment avoir, vous, en tant que personne qui travaille en data, c'est avoir ce pattern-là et voir où mettre les efforts, au final. Parce que peut-être dans un premier temps, toi, peut-être c'est un travail de plusieurs mois, mais peut-être au début, tu n'as peut-être pas eu conscience directement de tes pratiques de data engineering, peut-être où tu as peut-être fait de l'analyse de données d'abord, pour comprendre d'abord quels sont tes paramètres, mais toujours vraiment être conscient à différentes phases où mettre l'effort. Ok, du coup, sur ce, je pense que je vais essayer de commencer à répondre à vos questions. Donc du coup, n'hésitez pas à balancer le plus de questions possible.
Je vais essayer d'y répondre, surtout en fonction des petits triangles là, que je vois, c'est des likes, c'est ça? C'est ça, ouais, c'est des votes. C'est des votes. Ok. Donc, Donc du coup, Marwan, tu as des conseils pour s'auto-former en finance de marché? La finance de marché, c'est très vaste. C'est très vaste. Déjà, il y a deux choses qui sont complètement différentes. Il y a le modèle des banques et le modèle des fonds d'investissement. Le modèle des banques, c'est du risk management et du market making. Le modèle des fonds d'investissement, c'est vraiment purement spéculatif et ça peut aller d'un niveau de technicité qui va du doigt mouillé, est-ce que ça va monter, ça va descendre, à des problématiques algorithmiques, donc du coup trading de haute fréquence, trading avec l'analyse technique, trading du coup avec des modèles de machine learning qui peuvent vraiment aller même en termes de technicité, ça peut aller des 0 à 100. Donc c'est assez. La finance de marché, en gros, ça dépend déjà de quel endroit tu veux aller. Si jamais tu veux aller côté, donc du coup, fonds d'investissement, honnêtement, je pense que il faut regarder les marchés pratiquement tous les jours, comprendre les dynamiques, euh, comprendre l'analyse technique, comprendre le pourquoi. Ça demande donc du coup avoir une compréhension de l'économie. Sauf si tu vas aller sur les cryptos où là, du coup, tout ce qui est fondamental est un peu moins important. Donc, donc, ce qui est sûr, c'est qu'il faut une compréhension de la macroéconomie en règle générale. Donc, la première chose, c'est la macroéconomie. Et en deux, si tu veux commencer à essayer de taper dans les banques, il y a un niveau supplémentaire qui est l'ingénierie financière. Et là, pour le coup, c'est assez balèze parce que c'est du calcul stochastique. Et les calculs sto, c'est pas impossible à apprendre tout seul. Ça va prendre beaucoup de temps. Il faut un prof. Il y a beaucoup de prérequis quand même à savoir. Donc, si déjà tu n'es pas matheux à la base, ça risque d'être un peu compliqué. Si tu es matheux, par contre, et si tu as déjà les bases, et en plus, si tu as déjà fait du calcul sto, bon, là, c'est bon, ta porte, elle est déjà ouverte. Donc, deux choses, la macroéconomie et les calculs stochastiques. Quand je dis calcul stochastique, c'est vraiment, donc, du coup, il faut faire des maths à fond. Probabilité, euh, ouais, non, la physique, parce que finalement, les modèles financiers utilisent un petit peu les modèles de physique, mais bon, dans une moindre mesure. Bon, on focus d'abord, donc du coup, euh, macroéconomie et puis calcul stochastique. Et ça devrait te donner. Et ensuite, une fois que tu as vu les calculs stochastiques, il faut que tu vois les modèles de pricing. Les modèles de pricing, c'est-à-dire les modèles de valorisation des produits les plus exotiques. Commence par les futurs, et ensuite tu verras les CMS et puis la XVA et tous les trucs un peu bâtards après. J'espère que ça répond à la question. Est-ce qu'on peut voir si c'est bon ou je comment ils font les gens en peux le général dire pour le chat si c'est bon pour lui directement, je Ok, bon pense. bah Si ça te va, puis ok. Ça te va pas, il faut demander à quelqu'un d'autre. je vais essayer d'être quand même le plus précis possible pour essayer de satisfaire au mieux les questions. Ensuite, donc 4 votes. Mathieu, est-ce que c'est pertinent d'utiliser des techniques de NLP pour analyser l'actualité afin de prédire le VIX? Sachant que le calcul du VIX ne prend pas du tout en compte ce genre d'infos. Et sinon, des pistes pour le faire si possible. Alors, c'est une question qui est extrêmement intéressante et honnêtement, je pense que ça dépend des goûts et des couleurs. Et là, c'est un peu technique, donc désolé pour ceux qui ne le sont pas. Donc, le VIX, c'est quoi? Le VIX, c'est un indicateur de volatilité des marchés.
qui indique en gros est-ce que le marché aujourd'hui, ben, c'est pas vraiment aujourd'hui puisque c'est inféré par rapport au prix des options, mais ça représente en fait un petit peu la volatilité future. Donc, qu'est-ce que les investisseurs perçoivent comment les investisseurs perçoivent la volatilité du marché futur. Et ça donne une sorte d'indice. Donc, du coup, si jamais le niveau est extrêmement élevé, ça veut dire que les investisseurs anticipent une énorme volatilité sur les marchés, etc. À la date d'aujourd'hui. Donc, est-ce que ça vaut le coup d'analyser l'actualité pour prédire le VIX Moi, je dirais oui et non. C'est une sale réponse, je sais, je suis désolé. Oui et non. Oui, parce que non, parce que ça va dépendre en fait de l'info que tu vas prendre. Et oui, parce que donc du coup, ça va dépendre de l'info que tu vas prendre. Je m'explique. Parce que forcément, après, ça dépend de quelle actualité tu parles, tu vois. Mais si jamais tu prends en compte un petit peu euh, euh, les actualités, par exemple, sur le développement du vaccin sur le coronavirus, tu peux être sûr que bon, non, je ne devrais pas dire ça. Il y a de fortes chances que le VIX va chuter parce que si jamais le vaccin va être bon, forcément, c'est bon pour le marché. Et donc, du coup, petit à petit, le marché va se calmer et le VIX va tomber. Donc oui, en fait, tu peux. Maintenant, le problème, c'est de savoir faire le tri dans dans toutes les actualités. Où est-ce que tu vas chercher l'information et là, du coup, c'est là où il y a le plus de difficultés. Et je ne suis pas. La raison pour laquelle je disais donc du coup oui et non avec un modèle simple de NLP, c'est que je ne suis pas extrêmement sûr qu'un simple modèle de NLP te permette de mettre un poids sur. Je pense qu'il faut un modèle encore un peu plus hybride avec donc du coup un réseau de neurones récurrent sur savoir attribuer en fait un poids à telle ou telle information. Je pense que l'information toute seule, elle n'est pas assez pertinente pour prédire un modèle de VIX. Après, encore une fois, ça dépend des goûts et des couleurs. Donc peut-être que certaines personnes te diront oui. Je sais par expérience qu'il y a en effet des fonds d'investissement qui utilisent énormément de modèles NLP pour essayer de faire de la prédiction de prix. Et donc, du coup, intégrer un modèle de NLP dans la prédiction, je pense que c'est une bonne idée, mais je pense que c'est insuffisant. Et étant donné que le VIX, pour moi, c'est tout simplement, comme j'ai dit, c'est la perception de la volatilité future, je pense que c'est pertinent, même dans le contexte de la prédiction du VIX. Voilà. Donc j'espère que ça répond à ta question. Merci, cool. Donc ensuite, histoire de diversifier un peu, Andar, quel est le parcours académique le plus optimal pour travailler dans la finance de marché et plus exactement faire la data science appliquée à la finance de marché? Donc du coup, c'est un peu relié à ce que je disais par rapport à l'auto-formation en finance de marché. Bon, là pour le coup, il ne faut pas s'auto-former. Faut suivre faut faire des cours de maths info. Ça, c'est sûr à 300%. Les gars qui font de la maths info, qui font ensuite donc du coup un master spé en finance de marché. Parce qu'en maths info, en règle générale, tu as toujours une petite spécialisation en fin d'année pour faire calcul stochastique appliqué à la finance, par exemple, ou modèle de gestion de risque. Et là, c'est parfait. Forcément, quand tu fais la gestion de risque, tu peux aller vraiment du développement d'un modèle d'un produit, enfin, donc du coup du modèle validation, jusqu'à juste faire du stress testing, juste entre guillemets, faire du stress testing pour la banque. C'est des compétences qui sont complètement pas pareilles.
Donc, dans un cas, il faut faire des calculs stochastiques comme n'importe. Dans d'autres, c'est beaucoup plus des modèles, donc du coup statistiques, comme des modèles Garch pour pouvoir modéliser en fait la volatilité de manière paramétrique ou blablabla. Enfin, il y a plein de manières différentes. C'est beaucoup de stats. Donc, quoi qu'il en soit, je pense qu'il faut faire Matinfo et Info parce que forcément, je pense que, et là, ça rejoint un petit peu ce que je dis souvent avec Tayeb, c'est que aujourd'hui, je pense que pour faire data scientist, tu n'es pas forcément obligé de faire un master en intelligence artificielle, blablabla. Honnêtement, tu fais des stats, tu fais des maths et que tu sais coder, tu sais à peu près, tu comprends à peu près les modèles de machine learning. Après, si tu veux faire de la recherche, c'est différent. Mais si jamais tu veux faire de l'application dans la finance, savoir faire coder un minimum, par exemple en C# ou en Python, pour en fait faire en fait tout simplement en fait de la programmation appliquée en fait à des processus un peu plus scientifiques. Un parcours de Matinfo est parfait. Donc vraiment, moi je pense que la Matinfo c'est ce qu'il faut faire. Et voilà. Et je pense que ça devrait donner. En fait, c'est déjà ce qui donnait dans le passé accès à la finance de marché. Et aujourd'hui, je pense que ça va de plus en plus être recommandé. Moi, personnellement, je le recommande de plus en plus. Comme je disais, étant donné que le marché est de plus en plus en train de devenir. On dégage les traders, on automatise tout et on prend de plus en plus de quants. Qui en plus savent appliquer en fait des modèles de machine learning. Voilà. Donc ça, j'espère que ça répond à ta question. Ensuite, Ismaël, quelle est la répartition entre les actions n'ayant pas nécessité de machine learning et ayant nécessité du machine learning? Je ne suis pas extrêmement sûr d'avoir bien compris la question. Est-ce que tu peux me dire sur le chat si j'ai bien compris, je vais le reformuler. Est-ce que en gros tu es en train de dire combien en termes de chiffre d'affaires par rapport à Suiteki ou dans le marché en règle générale? Dans le marché en général, ok. Honnêtement, je pense qu'il y a de plus en plus d'applications de machine learning. Donc, je pense qu'aujourd'hui, la répartition est encore la plus grande majorité. Je pense qu'ils n'utilisent pas encore tout à fait le machine learning, mais ça se fait de plus en plus. C'est une tendance qui est extrêmement grandissante. Notamment, forcément, parce que comme je disais, ça dépend vraiment de ton style de ton style de trading. En fait, tu peux faire la même chose sur un même marché, mais de différentes manières. Pour faire du profit, pour faire du profit sur, par exemple, sur le marché des actions ou sur le marché des cryptos, tu peux le faire au doigt mouillé. C'est un style, pourquoi pas. Et il y en a qui ont un sens. Il faut avoir une certaine rigueur. Mais il y en a qui ont un sens. Vraiment, j'ai vu des traders qui outperformaient comme tarés, juste en faisant ça. Mais tu en as qui se disent ah ouais, mais moi, je n'ai pas forcément envie de faire au doigt mouillé parce que je pense que ma philosophie du marché, la manière dont je perçois le marché, c'est que ça suit des patterns. Parce que ça suit. Et à partir du moment où ça suit des patterns, ça veut dire statistique. Et quand tu commences à parler de statistiques, ensuite, tu peux aller d'un modèle extrêmement bateau OK, j'achète quand j'ai un signal de vente et je vends quand il y a un signal d'achat. Tu peux faire ton modèle de signal un peu plus complexe en intégrant divers modèles d'analyse technique. Mais tu peux tout aussi bien faire un algorithme de trading qui se base sur des calibrations qui se font à partir de machine learning. Par exemple, je ne sais pas jusqu'où vous connaissez un petit peu l'analyse technique, mais pour faire l'analyse technique, il faut des paramètres.
quand tu regardes, par exemple, une moyenne mobile, la durée de ta moyenne mobile, c'est un paramètre. Est-ce que je prends 10 jours? Est-ce que je prends 5 jours? Est-ce que je prends 3 jours? Laquelle est la plus optimale? Par exemple, ce que je vois de plus en plus aujourd'hui, c'est que la paramétrisation de ces modèles de trading se font beaucoup à l'aide de machine learning. Et ça, c'est un trend qui se voit énormément, même en banque, où donc du coup, il y a tous les… Je ne sais pas si vous connaissez les modèles Saber, par exemple, stochastique, alpha, bêta, rho, qui est donc du coup un modèle de volatilité stochastique pour ton intérêt. Ça nécessite des paramètres, du paramétrage. Et pour faire ce paramétrage, certains, pas beaucoup, utilisent des modèles de machine learning. De la même manière, pour faire des modèles de stress test, le paramétrage est aussi, et ça de plus en plus en banque, fait par du machine learning. Donc, pour répondre à la question, en gros, ça dépend de ton style. Mais à partir du moment où tu commences à devenir quant trading, je pense qu'il y a de plus en plus d'applications du machine learning. J'espère que ça répond à ta question. Ensuite, alors Mathieu, concernant le profil des data scientists en finance de marché, est-ce que ce sont principalement des anciens financiers qui sont formés en data science ou des data scientists généralistes qui sont auto-formés en finance de marché? Aujourd'hui, à l'heure actuelle, en tout ce qui est fonds d'investissement, il y a beaucoup de purs data scientists ou alors des mecs qui se sont auto-formés en data science. C'est la finance tradie, donc du coup en banque, elle est beaucoup plus en retard. Et la raison pour laquelle elle est beaucoup plus en retard, c'est parce qu'il y a énormément de régulations. Et les régulations font que la data, tu peux pas en faire ce que tu veux. Parce que c'est les données des consommateurs, etc. Et puis, je pense qu'on s'en rend tous bien compte qu'on n'a pas du tout envie que les banques fassent n'importe quoi avec tes informations sur ta carte de crédit, sur machin, etc. Donc ça, c'est sûr. Donc, étant donné qu'il y a énormément de régulations à ce niveau-là, tout ce qui est structure data, ce feeling, cette compréhension par rapport à la data est en retard. Et c'est une des raisons pour lesquelles aujourd'hui, et je dis bien aujourd'hui, la plupart des data scientists en finance de marché dans les banques, ce sont soit des consultants, soit des quants, qui sont eux-mêmes auto-formés à la data science. Ceci dit, et comme je disais, il manque énormément de gens. Parce qu'aujourd'hui, les traders, ils vont dégager. Et en fait, il y a de plus en plus besoin de quants qui comprennent. Tout va s'automatiser. Et à la place des traders, on va tout simplement prendre des quants. Et pour que ces quants puissent… en fait, il n'y a pas assez de… Il y a une grosse demande. Et la plupart des mecs, ils vont tous chez Google ou chez Facebook. Donc forcément, ils vont prendre des gens qui n'ont pas forcément un background financier. Aujourd'hui, ça se voit, c'est confirmé, mais parce que je peux te dire ça parce que en fait, ce sont les consultants qui sont embauchés en tant que, donc du coup en tant que consultant, pas en tant que banquier, en tant que quant, pour des missions temporaires. Et ça se fait de plus en plus. Arrivera un jour forcément où ça deviendra des CDI. Ça deviendra vraiment un pôle data au sein de la banque. Aujourd'hui, ils n'en sont pas encore là. Et c'est vraiment le boulot d'un consultant. Mais ces gars-là, ce n'est pas forcément des anciens financiers. Voilà. Alors. Non, je pense qu'il y a vraiment de l'espoir parce que juste pour l'anecdote, j'étais donc du coup à ce qu'on appelle un town hall. C'est les quarterly meetings de département du fixed income de Morgan Stanley. Donc c'était le global fixed income meeting, donc de tout le pôle fixed income de Morgan Stanley qui s'assemble pour discuter des résultats du trimestre
et des stratégies à venir. Et à chaque fois, on répétait, OK, on fait de l'argent, c'est bien, mais on en fait de moins en moins parce que la compétition est de plus en plus rude. Et à côté de ça, on a un énorme budget parce qu'il faut pour tout ce qui est quant, parce qu'on veut quand même mettre la gomme. On sait que et ça, c'était le head de Fixed Income, du Global Fixed Income Morgan Stanley qui disait ça, accompagné donc du coup du Global Head des quants de Morgan Stanley. Et il disait, on sait qu'aujourd'hui, on a de plus en plus besoin de faire de l'automatisation, de l'électronique trading et tout ce qui est paramétrisation. Et on a besoin de quants. On n'a pas assez de gens. On a une grosse enveloppe. On va vraiment commencer à investir dedans. Et ça, c'est mot pour mot ce qu'il disait. Hein. Donc, je pense vraiment que qu'on peut avoir Après, bon, forcément, hein, les places, elles seront toujours cher payées. Et donc, du coup, ça sera toujours à l'entonnoir. Mais il y a de la place. Et il va en avoir de plus. Ça, c'est sûr. Ensuite. On prend encore une question, Aki. Après, on. Ouais. OK. Une question encore. Je vais prendre encore 2 questions alors. Bon, très rapidement, ça je ne le compte pas comme question. Un quant, c'est l'analyste technique en banque qui fait donc du coup tout ce qui est développement. Ça dépend. Il peut faire donc du coup de la recherche pour faire un meilleur modèle de valorisation de produits financiers. Ou alors, il peut faire du développement. Donc, il peut créer un pricer, ce qu'on appelle un pricer, pour que les traders ont juste à rentrer le trade qu'ils ont fait. Et en fait, le système calcule automatiquement quel est le revenu qu'il a fait, le chiffre d'affaires, machin, etc. Donc, tout ça, c'est ce qu'on appelle les analystes quantitatifs, donc des quants. Et c'est eux, en fait, qui font toute donc soit la partie dev technique, scientifique, ou alors la recherche d'une équation, et c'est souvent des physiciens qui sont quant chercheurs, de modèles financiers. Donc, encore 2 questions. Alors, Julien, la plupart des formations en ligne proposent une logique d'apprentissage beaucoup trop axée sur la pratique, laissant la partie de côté, notamment la partie mathématique. Penses-tu que pour rentrer sur le marché aujourd'hui à la suite d'une formation, ces lacunes sont rédhibitoires? Ça dépend dans quel pays on est. Je pense qu'en France, c'est une particularité des Français et que j'ai noté en finance. Ils adorent les mathématiciens. Mais c'est un truc de dingue. Les Français, et c'est une des raisons pour lesquelles ils adorent les polytechniciens, les mineurs. Si jamais tu n'as pas fait de maths et que tu fais un métier technique, et surtout si c'est bien payé, c'est relativement rédhibitoire. Dans les pays anglo-saxons, c'est pas forcément le cas. À partir du moment où tu es analytique, et ça par contre, c'est un prérequis fondamental. Si jamais tu as une approche très d'analyste, ou par exemple, j'ai vu des questions interview d'entretien où on te dit combien penses-tu qu'il y a de voitures jaunes en France? Tu vois, ça, pour répondre à cette question, si jamais tu as un procédé très analytique, structuré, et on s'en fout en fait si jamais tu as donné la bonne réponse ou pas, c'est bien. Et pour moi, ça suffit. Ensuite, c'est vrai que le niveau d'au-dessus, c'est la compréhension des maths. La compréhension des maths, c'est important. Est-ce que c'est extrêmement essentiel? Non. En France, je pense que ça peut être problématique. Parce que je pense qu'en entretien, ils peuvent poser des questions qui sont parfois vénères. Ceci dit, moi, je conseille aussi un très bon cours qui est sur Coursera, qui est de Andrew Ng sur le deep learning et qui explique vraiment tout ce qui est
il fait toute la démonstration en fait des réseaux de neurones. Et ça, c'est vachement bien. Moi, ce que je conseille aussi et ce que j'ai fait dans mon processus d'apprentissage en parallèle avec Bent, c'est que je me suis amusé à recopier en fait tous les modèles. Bon, pas tous, mais par exemple le Random Forest ou alors le réseau de neurones classique avec tout ce qui est optimisation Adam, machin, etc. Initialisation de variables, blablabla, et réseau convolutif. Ça, je pense que ça peut être un très très bon exercice de recoder ça tout seul. Et ensuite, tu complètes tes expériences, ta compréhension mathématique avec ça. Perso, c'est ce que j'ai fait en finance. Moi, j'ai pas un gros background de mathématicien, mais j'ai tout fait tout seul, en prenant des profs. Les Français, ils m'ont détesté. La SocGen, la BNP, jamais ils m'ont pris. Par contre, les Américains et les Japonais, ils m'accueillaient à bras ouverts. Les Anglo-Saxons adorent vraiment ce genre de profil ultra motivés qui sont capables donc ils ont forcément, comme je disais, la prérequis c'est une capacité analytique, mais ensuite qui sont motivés pour pouvoir apprendre tout seul, que ce soit les maths ou n'importe quoi. Ensuite, tu te débrouilles et puis tu fais ce que tu veux. Donc moi, ce que je conseille, si jamais tu veux vraiment, si jamais les maths sont pour toi un problème, en tout cas en France, c'est les modèles anglo-saxons, donc du coup les boîtes Intel, Google, machin, etc. Et puis compléter ça tout seul de ton côté avec un prof, etc. Alors, Je prends une dernière question, oui. Je voulais rebondir sur la question de Julien, parce que c'est une question très importante, c'est une histoire de formation. Alors, le problème sur le marché des formations, c'est qu'il y a beaucoup de formations, style formation en ligne, DataCamp, etc., qui vous permettent, OK, de vous exercer un petit peu, mais c'est en aucun cas, ça va vous permettre de vous dire que vous êtes data scientist ou que vous pouvez valoriser ça en entreprise. Ça, c'est sûr et certain. Donc, c'est pour ceux qui veulent vraiment devenir data scientist ou peu importe, c'est pas suffisant. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, le deuxième type de formation qui existe sur le marché, c'est des bootcamps où on va vous faire un peu de Python, machine learning, et à la fin, on va vous dire, faites 5-6 projets, entre guillemets, factices, et vous avez un portefeuille de projets que vous pouvez valoriser en entreprise. Pareil, ça aussi, en tout cas, je parle du marché français, européen, c'est un peu compliqué, parce que ces projets-là, ces 6 un peu que vous faites pendant ces bons bootcamps, n'ont pas une vraie réalité opérationnelle. Donc là, par exemple, on a vu avec Akaki, on l'a vu avec pas mal d'intervenants qu'on a eu. Vous vous rendez compte que c'est beaucoup plus compliqué que faire 2-3 modèles et de faire un petit structure, etc. C'est vraiment des problématiques opérationnelles, telles que le déploiement, telles que vraiment de l'analyse, plein de sujets. Vous pouvez vraiment avoir que si vous pratiquez sur un vrai projet d'entreprise quelque part. Donc ça peut passer par plein de moyens, que ce soit comme ce qu'on parlait avec Akaki la dernière fois, on peut proposer vos services à des entreprises, vous pouvez former sur des bootcamps un peu comme le nôtre, où vous pratiquez vraiment sur des vrais sujets, peu importe. L'objectif, c'est que vous compreniez quels sont les besoins, les attentes de l'entreprise en face. Donc là, toi, tu parlais par exemple de toute la théorie mathématique, comme dit Aki, il y a certaines boîtes qui demandent ça. Pour moi, en tout cas, vraiment clairement, pour moi, si vous voulez vraiment vous intéresser au fin fond de la théorie mathématique, c'est vraiment la démonstration des choses très, très poussées. Ça, si vous voulez faire de la R&D, ça, c'est très, très important. Si vous ne voulez pas faire de la R&D, ce n'est pas hyper important. Ça ne veut pas dire qu'il faut négliger la partie mathématique, au contraire. Au contraire, elle est hyper importante, mais il faut jauger un peu le cursus jusqu'où vous pouvez faire. Il y a des choses, si vous ne comprenez pas les concepts mathématiques, vous ne pouvez pas les comprendre de toute façon. Mais ça, c'est important même pour le data scientist opérationnel. Mais il y a une certaine limite de cette théorie où si on dépasse cette limite, on est vraiment là dans la R&D. Et ça, c'est vraiment certains types de boîtes qui le demandent. Bon, donc, je prends encore une dernière question, mais très rapidement pour Lorena, pour pouvoir donc du coup s'auto-former en finance de marché. J'avais répondu donc du coup à cette question tout à l'heure. Je pense que ce que tu peux faire, c'est, je crois que Tayeb, tu vas mettre en ligne la vidéo qui est enregistrée. Je pense que tu pourras revoir en fait les Q&A. Mais en gros, très rapidement, moi, il n'y a pas vraiment de. Pour t'auto-former, il faut que tu apprennes et la macroéconomie et l'ingénierie financière.
Et malheureusement, c'est pas comme la data où il n'y a pas de site internet qui te permet de faire ça. Il faut que tu t'achètes un bouquin et que tu le fasses à l'ancienne. Donc la dernière question, Reda, pourquoi vous stockez les opportunités détectées? Cela ne va pas ralentir le temps d'exécution d'un ordre et du coup risquer de rater l'opportunité. C'est une extrêmement bonne question. Et c'est pour ça que la structure data qu'on fait, il faut vraiment comment ça s'appelle, il a fallu vraiment réfléchir très profondément en fait à cette structure qui est très très importante parce que en fait, du coup nous ce qu'on fait, c'est qu'on a deux serveurs différents et en fait la machine elle tourne sur un serveur. Donc, du coup, l'algo de trading, il tourne sur un serveur. Mais là où on stocke les données, elle est sur un autre. Et donc, du coup, on a plein de petits trucs qui permettent de faire le lien entre eux. Je pense que ça doit ralentir un tout petit peu, mais beaucoup moins que si tout était stocké sur la même machine. Donc le fait de faire des opérations distribuées, je pense que c'est extrêmement essentiel par rapport à cet exercice. La deuxième chose, c'est qu'on s'est aussi rendu compte que ça dépend des arbitrages, mais parfois, les arbitrages peuvent durer quand même très longtemps. Quand je dis très longtemps, c'est 1 à 1,5 secondes. Et honnêtement, à cette échelle-là, c'est négligeable. Après, ça, c'est ce que nous, on a vu par expérience. Il se peut qu'en effet, il y ait des modèles d'optimisation pour pouvoir améliorer en fait le temps de process. Encore mieux que ce qu'on a. Et encore une fois, je ne fais que ça fait que donc du coup c'est grâce à Tayeb et puis à Blend du coup que moi j'ai cette formation data science et data engineering. En réalité, j'ai pratiquement tout appris sur le tas. Hein, avec Tayeb, je crois que c'est Blend, c'est très nouveau que vous offrez en fait cette formation data engineering. Si tu veux, moi j'avais vraiment fait que toute la partie data science et donc du coup un petit peu la partie maths à côté. Tout ce qui est stockage de données, exploration, etc. J'ai dû la faire au moment où je me suis retrouvé confronté en fait à cette problématique. Et donc j'apprends en faisant. Et je pense que donc du coup pour terminer sur ce point-là, aujourd'hui c'est ce que je comprends tout à fait toutes les peurs que tout le monde a par rapport à l'auto-formation. Est-ce que c'est rédhibitoire? Est-ce que machin? Est-ce qu'il faudrait faire ci et tout? Je pense que la plupart des choses s'apprennent sur le tas. Honnêtement, à partir du moment où vous n'êtes pas trop con, franchement, on s'en rend compte tout de suite de ok, bah en fait pour pouvoir faire ci, il faut faire ça, etc. Et en fait, le domaine il est tellement nouveau que je pense que la plupart des boîtes aujourd'hui sont aussi un petit peu à la ramasse. Et surtout si jamais vous travaillez dans des startups, votre champ d'action est tellement grand que vous allez devoir et qu'en fait il y a tellement pas assez de ressources en fait pour pouvoir embaucher un data engineer qui a 5 ans d'expérience chez Google, machin, etc. La plupart des choses, vous êtes obligé de le faire vous-même. Vous allez être confronté à des problématiques tous les jours qui fait que vous êtes obligé d'y passer. Et en fait, en regardant sur Internet, en ayant une approche très pragmatique, et en s'auto formant continuellement, en fait, in fine, petit à petit, on arrive à une structure qui est relativement cohérente. Et in fine, c'est là où tout le monde converge. Après, c'est vrai que rien ne vaut mieux une expérience, 2 ans ou 3 ans d'expérience dans la data chez Google. Ça, forcément, les mecs qui sont à la pointe, ils ont déjà vu, c'est eux qui ont tout développé, etc. Forcément, là, vous allez être au-dessus. Mais bon, les gars qui sont dans ce cas-là, il n'y a qu'une infime partie. La plupart des choses, on apprend sur le tas. Donc, moi, je pense, n'ayez pas peur. Rentrez dedans, allez-y au culot, apprenez. Et puis, je pense que vous allez vous démerder.
Aki, rapidement, moi je suis carrément, évidemment hyper d'accord avec Aki. On a toujours échangé là-dessus et on a tout là, on est vraiment en ligne là-dessus. Moi, le souci que je vois encore sur le marché aujourd'hui, c'est un peu qu'il y a pas mal de bruit. Dans le sens, aujourd'hui, si vous voulez vraiment commencer à vous former, je pense que, comme a dit Aki, c'est un océan où il y a plein de choses à faire, il y a plein de choses à comprendre. Donc, par quoi commencer? Euh, Franchement, votre objectif, justement, c'est de commencer à envisager une sorte de parcours de formation. Dans le sens où, bah, du coup, première question, c'est comme la data, par quoi je commence? Quel type de data scientist je peux être? Si vous le savez pas, bah, comment me renseigner pour voir un peu quels sont les différents profils, etc. Donc, moi, le premier conseil que je donnerais, c'est que, en complément des conseils d'acquis, c'est vraiment posez-vous la question de ce que vous avez envie de faire. Et en fonction de ça, essayer de comprendre quels sont du coup les besoins en entreprise. Et c'est nous une des raisons pour laquelle on fait tous ces workshops, qu'on invite des personnes qui travaillent dans des secteurs différents, dans des entreprises avec des tailles différentes. C'est comprendre aussi en face quelles sont les attentes. Parce qu'on comprend que c'est opaque pour une personne qui ne travaille pas dans la data. Ça peut même des personnes qui travaillent dans la data science, comme on a dit, même s'il y a pas mal de personnes qui tâtonnent encore, donc ça peut être opaque. Donc, faites-vous une sorte de parcours et comprenez quels sont les besoins des entreprises en face. C'est pour ça que j'ai répété tout ce qui data camp et tout. C'est bien pour pratiquer un peu, pour mettre la main sur la syntaxe. Mais en vrai, ça ne vous rend pas opérationnel. En aucun cas, l'entreprise va vous dire, c'est top, tu sais faire du scrapping ou tu fais ta librairie et tu es data scientist. Donc, n'hésitez pas à regarder sur les webinars, à parler avec des gens, contacter des data scientists. Vous allez voir que les gens sont toujours prêts à vous donner des conseils. Et donc, tout ça, ça peut vraiment aider à y voir plus clair sur votre parcours de formation. Ok, au top. Je pense qu'on a fait à peu près le tour. On arrive au bout de l'heure de présentation. Merci encore à tout le monde de m'avoir écouté. N'hésitez vraiment pas, si jamais vous avez des questions. Je ne sais pas si mon adresse email figure quelque part. Taïeb? Je ne pense pas. Je ne me suis pas permis de la divulguer, mais si tu veux, tu peux carrément l'écrire sur le chat. Si vous avez des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez pas. Bon, je vais essayer d'y répondre dès que je peux. Et puis, j'espère vraiment pour vous que tout va se passer. Vous inquiétez, je pense que vous inquiétez vraiment pas. Je veux vraiment finir là-dessus. Moi, je suis pas fan du modèle français parce que le modèle français, il te dit ouais, faut que tu aies le diplôme, faut que tu aies machin, etc. Honnêtement, juste pour information, j'étais trader quantitatif sur des problématiques extrêmement balèzes en finance. J'ai pas fait Polytechnique, j'ai pas fait l'X. J'ai un master en école de commerce parce que je me suis fait virer de mon lycée, machin. Enfin, j'ai un background éducationnel un peu particulier. Et in fine, on se débrouille toujours. On se débrouille toujours. Si jamais vous savez ce que vous voulez, comme disait Taïeb, on peut y arriver. Donc vraiment, faut juste persévérer, faut juste savoir un petit peu ce que vous voulez. Ensuite, tu prends la première opportunité que tu peux prendre et forcément, ça va, un jour ou l'autre, quand tu kiffes ce que tu fais, ça va bien se passer. Donc sur ça, vraiment, n'hésitez pas à m'envoyer des questions si jamais vous en avez. J'espère que ça vous a plu. Et puis encore, merci à tout le monde et merci à Blent de cette opportunité. Et puis à très bientôt. Merci beaucoup, Aki. C'était top. C'était vraiment top. J'ai bien kiffé. Tout le monde a l'air d'avoir bien kiffé. On aurait aimé que ça dure encore plus longtemps. Malheureusement, j'imagine pas un truc à faire. Merci beaucoup, Aki. Merci beaucoup à vous tous. Vraiment, encore une fois, je rejoins Aki avec un message vraiment d'espoir. Ça ne dépend que de vous, en fait. Ça ne veut pas dire que c'est facile. Ça veut dire qu'il faut juste y croire et continuer, persévérer. Et puis, vraiment, n'abandonnez jamais. Si vous voulez devenir data scientist en finance de marché, ça tient qu'à vous. Si vous voulez devenir, je ne sais pas que ça tient qu'à vous, il faut juste persévérer et mettre l'effort qu'il faut, vraiment. Comme disait Aki, je rejoins vraiment là-dessus. Puis franchement, là, pour certains, à un moment où je rencontre pas mal de personnes qui sont un peu perdues, ça ne savent pas par quoi commencer. Tout le monde passe par là. Je sais pas, quand on s'est rencontré Aki, c'était il y a 2 ans, je crois. C'était pareil, tu te poses pas mal de questions. Aujourd'hui, je pense que tu maîtrises une grosse palette de ce qui va voir et tu es quasiment vraiment un expert sur tous ces sujets. Donc, c'est pas parce qu'à un moment donné, vous savez pas comment faire ou quoi faire que ça arrive assez rapidement, vraiment. Donc, croyez en ce que vous faites et puis
bon week-end à tous. Et merci, Merci. beaucoup, encore une fois. Merci. Hein. Merci à tous. À plus.